Bonjour à tous et à toutes. Nous allons passer à la troisième partie de la journée, éthique et décision en santé dans le soin, mais aussi dans la recherche. Et on va commencer avec Dr Henri Cortot-Stuckley, docteur en éthique médicale, chef du DEIS adjoint, chercheur associé au laboratoire de droit et affaires médicales et des nouvelles technologies de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qui va nous parler du cheminement à partir d'une question éthique dans le soin vers la recherche en éthique. À vos souhaits. Alors. Ah non, attends, excusez-moi. Ah, j'ai tout fait. Voilà, c'est bon. Bonjour à toutes et tous. Donc, merci pour la présentation, très fidèle. Moi, je vais d'abord peut-être vous parler un peu de ce qu'on fait, nous, à l'hôpital Foch. Donc, l'hôpital Foch, c'est ce qu'on appelle un ESPIC. On est situé à Suresnes, juste à côté de Paris, et j'y travaille, moi, depuis bientôt 6 ans. J'ai fait toute la chaîne, d'abord comme chargé de mission, puis responsable, et maintenant, je suis chef de département adjoint. C'est un département qui a été créé par le professeur Hervé il y a, oui, c'est ce que je disais, 6 ans. Nous, même si ça fait un terme un peu galvaudé, on dit justement qu'on met en œuvre une bioéthique de terrain au sens où on est vraiment dans l'hôpital, pas simplement à l'université, et on est vraiment tout le temps en fait en interaction avec les soignants ou les chercheurs qu'on peut justement avoir dans notre hôpital. Et avec cet objectif qui est assez large, mais après assez précis en fait selon les activités qu'on peut avoir, on veut vraiment accompagner l'institution dans sa démarche éthique et plus spécifiquement dans ce qu'on appelle le traitement d'enjeux bioéthiques, où nous on les définit comme ces tensions que vous pouvez vous-même aussi rencontrer entre des pratiques de sciences de la vie de la santé, que ce soit dans le soin ou dans la recherche ou dans la santé publique, et ce qu'on appelle des valeurs ou des normes morales, à l'instar de la liberté, l'égalité, ou des normes beaucoup plus précises aussi, type loi ou réglementation. Pour cela, nous, on a trois gros outils qu'on utilise, je dirais pas quotidiennement, parce que les séances n'ont pas lieu au quotidien, mais qu'on utilise du coup de manière courante, qui sont pour la recherche, ce qu'on a appelé nous le comité d'éthique de la recherche de l'hôpital Foch, qu'on appelle le CERF, qui est accrédité IRB et qui gère ce qu'on appelle les projets de recherche type RNIPH, donc recherche n'impliquant pas la personne humaine, le reste relevant du CPP. Je fais très court là-dessus, parce qu'après on pourrait parler de EDS et tout, mais c'est pas le propos ici. On a un comité d'éthique du soin qu'on appelle groupe de réflexion éthique de l'hôpital Foch, le GREF, qui lui sert justement à accompagner les soignants sur ces enjeux-là, mais on l'utilise aussi, on va dire, plus en pratique pour faire intervenir des personnes sur des thématiques qui peuvent intéresser les professionnels de l'hôpital, type intelligence artificielle, ce genre de choses, hein, ces grands MC, ce qui permet derrière quand même d'acculturer aussi les professionnels qui sont intéressés par ces sujets-là, de venir discuter et d'avoir justement cette ambiance-là qui leur permet de réfléchir d'un autre point de vue qui pourrait avoir justement de manière un peu plus courante. Et le dernier, et c'est ça qui nous intéresse ici, c'est ce pourquoi j'ai été invité à intervenir, et en compagnie de Thibaut d'ailleurs, qui fait à peu près la même chose de moi pour ce que je vais dire, c'est la recherche en bioéthique. La recherche en bioéthique, nous on la pense vraiment comme quelque chose qui est d'une part indissociable, mais surtout complémentaire de nos comités d'éthique. Au sens où que des sujets, des thématiques, voire même directement des enjeux qui vont pouvoir être soulevés dans nos comités, que ce soit en soins ou en recherche, on va sentir qu'il y a un intérêt d'aller beaucoup plus loin, parce qu'un comité ne se réunit... Alors, le comité d'éthique de la recherche, lui, se réunit toutes les 2 semaines. Le comité d'éthique du soin, c'est 4 à 5 fois par an. Et même si une éthique de la discussion qui souvent est mise en œuvre dans ces comités-là peut permettre quand même de résoudre au moins à court terme certains de ces enjeux, d'apporter des pistes, c'est toujours assez limité pour vraiment, si on veut aller beaucoup plus loin et si on veut comprendre un peu mieux justement les tenants, les aboutissants du thème, de l'enjeu qui est soulevé. Et l'intérêt de la recherche, ça va être ça va être de mettre en place... Alors, nous, en ce qui nous concerne, beaucoup d'enquêtes dites empiriques qui vont nous permettre d'aller collecter des données sur le terrain par rapport à la pratique aux questions et pour essayer justement de mieux caractériser l'enjeu ou la thématique qui nous intéresse.
À titre d'exemple, nous, on l'a fait sur la vaccination, les refus de vaccination. Et là, plus récemment, on commence à le faire justement sur les essais cliniques précoces en oncologie, parce qu'on est un centre de recrutement par rapport à ça. On va très probablement le faire bientôt sur l'intelligence artificielle aussi. Donc voilà, avec cette idée justement d'ouvrir un peu plus. Mais aussi l'autre chose, nous, et ça va être l'objet de ma présentation, c'est qu'il y a la bioéthique empirique, donc c'est comme ça qu'on l'a défini, donc comme le fait de traiter des enjeux donc, par ces enquêtes dont je vous ai parlé. Mais il y a aussi un autre type de recherche qui pour nous est aussi très important et qui pour nous en elle-même est complémentaire de la bioéthique empirique, qu'on appelle, alors c'est pas un terme qui est officiel, c'est nous qui le baptisons comme ça, c'est un peu en prolongement de ce qu'on appelle plus généralement la métaéthique, c'est la métabioéthique, où finalement c'est cette idée, en fait c'est un peu la connaissance sur la connaissance d'Edgar Morin, c'est cette idée de penser nos propres pratiques, nos propres théories, méthodologies thématiques dans le champ de la bioéthique. Nous, en tant qu'éthiciens, en fait, pourquoi on agit comme ça, et surtout, en fait, comment aussi on peut nous-mêmes, en fait, améliorer nos pratiques. Et c'est en partant, en fait, un peu de ce constat-là qu'on en est aussi arrivé. Alors, on a toujours cette idée de publier ce qu'on fait. À nouveau, là, si je vous montre ceci, c'est pas de la frime, hein, c'est simplement pour vous montrer qu'on a vraiment cet attrait-là à publier dans des revues scientifiques, à comité de lecture, indexé sur Medline, éligible au point SIGAPS. On ne le fait pas uniquement pour collecter des points SIGAP, même si c'est un intérêt pour notre hôpital. On le fait aussi par un souci de légitimité en fait, par rapport aussi à nos collègues. Parce que comme on est dans un domaine qui, même s'il n'est pas tout à fait naissant, parce qu'il a quand même plusieurs décennies, on souffre surtout en France d'une certaine légitimité et crédibilité. Et s'astreindre comme ça à publier même des travaux en fait, qui ne sont pas des enquêtes empiriques dans des revues à comité de lecture permet, alors après on peut-être qu'on prêche dans le désert et peut-être que ça change strictement rien, mais au moins ça permet d'aller dans ce sens de la construction d'une discipline propre. Parce qu'encore une fois, la bioéthique est un peu vue comme un passe-temps en France de grands pontes de la médecine, mais aux États-Unis ou en Amérique du Nord, ce sont des médecins, des biologistes, des philosophes qui à un moment donné en fait se spécialisent sur ce domaine-là, développent des enseignements, de la recherche, évidemment dirigent des comités d'éthique. L'un de ces travaux justement a été en gros, de protocoliser, de créer en fait un modèle de protocole pour nos études en bioéthique empirique. Parce qu'on partait de ce constat-là, c'est que lorsque vous soumettez un travail en bioéthique empirique dans des bonnes revues, en particulier dans le Journal of Medical Ethics, ils vous demandent en fait à côté de vous fournir une grille justement sur une sorte de checklist, comment vous avez construit, quels sont les éléments qui sont importants. Cette checklist en question, elle est inspirée justement il y a plusieurs checklists, mais en particulier lorsque vous faites des enquêtes type qualitatives, ils prennent justement ce modèle qui est le Standard for Reporting Qualitative Research, donc le fameux SRQR, qui a été développé en 2014. Et grosso modo, en fait, vous devez remplir les cases et comme ça, eux, ils s'assurent qu'en gros, vous complétez en fait à peu près toutes les choses. Après, vous avez différents types de grilles, mais qui sont à notre sens, pas forcément adapté en fait à notre domaine, et surtout c'est que nous on s'est dit bon, est-ce qu'on repart de la grille qu'on a dans les sciences humaines, dans les sciences de la vie, de la santé qu'on utilise de notre comité justement pour les travaux qu'on va évaluer, mais pareil, lorsqu'on regardait ces grilles-là, on se rendait bien compte, mais en fait c'était pas du tout adapté à notre type de recherche en fait, c'est que un certain nombre de choses, même au niveau réglementaire, ne collaient pas, donc il fallait construire quelque chose d'autre. Et c'est vrai qu'on a un peu ce côté-là avec le professeur Harvey, que lorsque quelque chose ne nous satisfait pas, en fait, on le crée nous-mêmes. Et on le publie après derrière pour justement, toujours en fait, avec cette idée que ça ne reste pas en fait dans un coin comme ça, dans un bureau, mais surtout avoir ce souci de l'évaluation par les pairs et d'être sûr que ce que l'on fait a une certaine pertinence quand même aussi pour les autres, quoi. Que ce ne soit pas simplement pour nous. Voilà, on a ce souci-là. On est parti, on a fait, comme on n'était pas trop satisfait de ce qu'on avait, et comme ce qui était proposé justement, le SRQR, en fait, mine de rien, quand même, avait un certain intérêt, même s'il était limité au champ qualitatif. En fait, on est parti de ce modèle-là, et en fait, on l'a
retravaillé, on a revu, comme je dis justement, réorganisé, fusionné, renommé un certain nombre de sections. On a aussi réécrit un certain nombre d'instructions pour qu'elles collent plus aussi, peut-être aussi à... On est quand même 10 ans après, à certaines prérogatives aussi réglementaires qu'on pouvait aussi avoir aujourd'hui en France, mais également aussi les faire plus correspondre à notre champ qui était la bioéthique empirique. Et au bout du compte, on a obtenu justement un modèle qui, donc, comme je dis, qui était plus adapté, donc pas uniquement aux approches qualitatives, on peut faire du quantitatif, mais également des approches mixtes, mais également plutôt tout type de démarche. Mais surtout, l'idée, c'était aussi de construire en fait une base qui était hautement adaptable. Ça, c'est vraiment important. On a aussi ce souci-là, aussi par la publication, et je pense que c'est aussi l'intérêt aussi de la publication. Même si c'est publié, ça ne doit pas être figé dans le marbre. Autrement dit, c'est que le modèle de protocole là qu'on a pu proposer et qu'on utilise, il a vocation à évoluer, au même titre que le réglementariat du comité éthique de la recherche. C'est pas l'étape de Moïse, en fait. C'est que l'idée, c'est que, justement, à force de pratique, à force d'utilisation, les choses doivent évoluer, en fait. Donc, la chose qu'on a publiée, ce modèle-là, peut tout à fait, les gens qui vont utiliser, peuvent prendre certaines parties, leur adapter, et puis encore surtout, c'est que s'ils ont des critiques à faire ou faire des évolutions, à proposer un contre-modèle, mais pas dans cette idée-là forcément de compétition avec nous, mais pour dire, bah, regarde, si tu fais ça, ça peut être mieux, etc. C'est vraiment dans cette démarche en fait scientifique aussi dans le domaine de la bioéthique. Donc Thibaut, si tu veux le faire, il n'y a aucun problème. Je le prendrai pas mal. Surtout, nous, on l'utilise, donc on va l'utiliser, ça nous permet en fait pour, lorsqu'il y a des études de sciences humaines et sociales qui nous sont soumises au niveau du comité d'éthique, finalement d'avoir une grille un peu disparate et de mieux se focaliser sur les éléments qui sont importants pour nous dans ce domaine-là, donc aussi lorsqu'on a des études dans le champ de l'éthique. Mais nous, en fait, dans nos propres travaux, ça nous sert beaucoup dans la construction du matériel et méthodes. En fait, plutôt que d'aller comme ça un peu au fil de l'eau lorsqu'on fait une enquête empirique, dès le départ, d'avoir quelque chose de relativement bien construit, et surtout, après, dans l'enquête, de ne pas s'éperpiller, mais à nouveau, avec toujours cette idée, rien n'est figé dans le marbre, en fait. On fait des allers-retours. Surtout lorsqu'on fait des recherches type SHS, si vous faites une observation non participante et qu'après cette observation non participante va vous servir en fait à construire une grille d'entretien, il est possible. Vous ne pouvez pas mettre la grille d'entretien en fait dès le départ si c'est par rapport aux observations que vous allez faire qui vont vous aider. Mais d'une part, ça permet de l'écrire, mais surtout, lorsque vous allez soumettre au comité d'éthique de la recherche qui va l'évaluer, ça va permettre de justifier en fait pourquoi il n'y a pas de grille d'entretien. Il ne peut pas avoir de grille d'entretien parce que je dois faire d'abord mes observations pour que cela se fasse. Et on change un peu de logique justement avec les sciences de la vie et de la santé, où finalement dans les protocoles qui vous sont soumis, en fait, tout est un peu dit en fait. C'est limite si les résultats d'ailleurs ne sont pas forcément déjà en fait prévus. Bon, ça c'est encore un autre débat épistémologique, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Finalement, quand vous lirez en fait, parce qu'encore une fois il a été publié en open access, on a aussi ce souci-là de publier au maximum en open access, d'autant qu'on a les moyens à disposition à l'hôpital Foch pour le faire, parce que je sais que c'est pas toujours possible, parce que toute institution n'a pas forcément les moyens pour, mais voilà, comme nous on peut publier dans un coin et finalement qu'il ne soit pas en open access, souvent, moi je le vois même dans mes travaux qui sont les plus cités sont ceux justement qui sont publiés en open access. Bon, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Finalement, les points sur lesquels on ne va pas regarder le modèle en détail, mais je veux juste qu'on voit certains points qui sont importants en fait à mon sens. Le premier en fait, et qui peut-être se distingue un peu du SRPQ, enfin je n'arrive jamais à le dire, du modèle précédent, c'est qu'on accentue bien, en fait, il y a une section vraiment où il faut présenter le champ disciplinaire. Parce que c'est vrai que finalement, les gens, lorsqu'ils disent oui, c'est des SHS, c'est un peu ce type fourre-tout, quoi. En gros, c'est le mec, en fait, qui ne fait pas des sciences de la vie et de la santé et qui fait, en fait, une enquête de satisfaction, grosso modo. C'est un peu plus complexe que ça. Et donc, nous, ça, c'est pas tant pour nous durant l'étude, parce que, bon, nous, c'est quand même assez implicite, même si finalement, ça nous permet aussi de nous forcer aussi à bien définir qu'est-ce qu'on entend par bioéthique empirique, etc. Et après, dans le matériel et méthode, d'avoir quand même une ou deux phrases qui l'expliquent bien. Mais ça nous permet, lorsqu'une personne utilise ce modèle-là et qui nous soumet un travail en SHS, d'être sûr qu'il a bien conscience de quoi il parle, en fait, et que c'est pas quelqu'un qui a mis SHS comme ça parce qu'il ne savait pas trop quoi mettre par rapport à ça. Ça, c'est assez important. L'autre point qui est important, c'est le paradigme de recherche. Ça, c'est une chose qu'on ne voit quasiment pas dans les travaux en sciences de la vie et de la santé, comme si c'était quelque chose en fait d'un peu,
voilà, on sait de quoi on parle, c'est de la pneumologie, c'est de l'oncologie, c'est je ne sais quelle discipline médicale. Et les paradigmes, après le cadre méthodologique, souvent, il est assez bien développé. Le cadre théorique, un peu moins, parce qu'il y a toujours ce côté-là un peu inconscient, en fait, que c'est implicite. Voilà. Nous, dans le domaine, ça a vraiment une utilité, nous, dans notre domaine, justement, en bioéthique. Pourquoi ? Surtout sur le cadre théorique, c'est que selon le cadre théorique, selon la théorie éthique que vous allez utiliser, à partir de mêmes données empiriques, vous pouvez avoir en fait ce qu'on appelle des préconisations, des solutions normatives qui vont être totalement différentes. Si vous utilisez une théorie éthique de nature plutôt, si on prend un sujet comme la fin de vie, typiquement, c'est sûr que si vous utilisez un cadre théorique plutôt religieux, type catholique, etc., vous vous doutez bien que les finalités normatives ne sont pas les mêmes si vous utilisez un cadre utilitariste ou plutôt type laïque, ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre a tort ou raison, encore une fois. Nous, on essaye vraiment de ne pas avoir cette approche de conviction. Et lorsqu'on demande aux personnes, justement, de développer ceci dans leur protocole, ce n'est pas pour les bloquer au final. Moi, je m'en fiche qu'une personne, en fait, applique un cadre théorique religieux. Moi, ne l'étant pas, en fait. L'idée, c'est simplement, en fait, qu'il l'énonce pour qu'on voit dès ce moment-là, en fait, les biais et qu'on sache, voilà, bon, on sait ce à quoi ça va tourner. Mais encore une fois, on n'est pas dans une quête de vérité, nous, en bioéthique. On est dans une quête de bon et de la question du bien et du mal, et avec cette idée, lorsqu'on fait une étude empirique, de le faire sur des données solides. Des données empiriques, enfin solides, enfin plus ou moins solides. À partir du moment que le cadre théorique est explicite, bon, il n'y a pas de raison, de vouloir justement, censurer en fait une théorie éthique par une autre. À partir du moment que l'étude est bien construite et que évidemment que les préconisations ne vont pas dans des choses qui sont illégales, type raciste ou ce genre de trucs, bon, ça reste acceptable, de notre point de vue en tout cas. En tout cas, on ne veut pas en fait. Même si nous, on utilise une théorie éthique bien spécifique qu'on développe depuis quelques années, notre but n'est pas d'imposer notre théorie éthique aux autres. Notre but n'est pas d'imposer notre point de vue aux autres. Chacun est libre de faire comme il veut faire, à partir du moment qu'il respecte en fait un cadre et que c'est plutôt bien construit. Les responsables scientifiques et investigateurs, parce que je vois que le temps tourne, pour nous, ceci, c'est l'autre point qui est si important. Dans les trucs en sciences de la vie et de la santé, généralement, on décrit uniquement les participants, pas le responsable scientifique, comme si en fait c'était un acteur purement objectif et que lui-même n'avait pas de biais. Pareil, ça c'est très on pourrait aussi le critiquer d'un point de vue épistémologique pour les sciences de la vie, et pour les sciences SHS, c'est d'autant plus faux. Vous doutez bien que selon si vous avez des convictions marxistes, vous n'aurez pas la même approche d'un sujet, on va dire, politique, si vous avez des convictions libérales. Non, c'est pas vrai. Et ça, pareil, en fait, il faut le dire. Non pas pour derrière, en fait, pour censurer le travail, mais que la personne qui va lire votre matériel et méthode, qui va lire votre travail, bon, ils comprennent pourquoi, en fait, vous allez à tel résultat, en fait. Ce qui est important, en fait, c'est pas de, il ne faut pas cacher les choses, en fait. Si, je n'ai pas une grande sensibilité forcément marxiste, mais pour moi, un travail qui, dès le départ, en fait, pose bien son cadre méthodologique, en type d'observation, etc., dit clairement qu'il va utiliser une théorie éthique plutôt justement à tendance marxiste, etc., que son travail est fait et qu'il montre ses propositions et que c'est rationnellement bien construit, oui, je ne serais pas forcément d'accord avec lui, mais typiquement, si j'étais rédacteur en chef d'une revue, ce n'est pas pour autant que je le censurais. Parce que je crois que justement, il y a une différence des points de vue, et ce qui est important, ce n'est pas, qu'il soit forcément d'accord avec moi, c'est qu'il ait bien construit son raisonnement. D'où l'importance de protocoliser. Pareil, le consentement éclairé, et je finirai aussi, je finirai là-dessus. L'autre point, en fait, l'autre point un peu d'achoppement qu'on a aussi avec les études en sciences de la vie et de la santé, c'est que il y a une réglementation très stricte qui est proposée par la CNIL avec les méthodologies de référence. Mais pareil, ce sont des méthodologies de référence qui ont été construites pour les études médicales. Elles sont surtout lorsque vous utilisez des méthodes type observation non participante, c'est compliqué d'obtenir, je ne sais pas, un consentement individuel ou de faire une observation individuelle. C'est pas possible. Et même si vous arrivez à la faire, dites ok, on va faire une observation globale tout le monde avant de les observer, ben vous allez induire des biais. Si vous dites à une personne pourquoi je vais t'observer parce que j'ai envie de voir justement s'il y a certaines choses qui ne vont pas, etc., ben autant vous dire que du coup il va faire attention. Donc vous ne verrez pas la chose
chose que vous voulez justement observer. Donc c'est là aussi les limites. Et là, vous avez un frein aussi, pareil, avec la réglementation. Est-ce qu'à chaque fois que vous avez fait ça, est-ce que vous devez du coup les envoyer au comité d'éthique, donc j'arrive jamais à dire le nom, le CSRS, voilà, c'est ça, le CSRS. Bon, ça, c'est un autre débat qu'on pourrait faire sur les comités éthiques de la recherche. Mais vous avez tout ceci. D'où l'importance, selon nous, si vous voulez ou pas appliquer tel type de consentement, pour nous, ce n'est pas forcément un problème. Mais le tout, pareil, c'est de l'expliciter, c'est que ça soit clair. J'en finis avec ça comme ça je suis pile dans mon temps des 20 minutes. J'espère vous avoir convaincu en très peu de temps que la bioéthique c'est un travail, c'est une profession, ça ne se fait pas au dos mouillé, que ce soit pour les comités mais en particulier pour la recherche. Vous avez un certain nombre de pratiques, de théories et de méthodologies justement à apprendre, et ça c'est le lien d'une tribune que nous avons fait dans le Figaro très récemment avec le professeur Hervé qui est mon maître et patron depuis toujours, presque depuis que je suis né, j'ai l'impression, avec cette idée, c'est pas vrai évidemment, avec cette idée que voilà, que la connaissance s'acquiert à l'université, c'est ce que vous faites avec la professeure Nard, et c'est très très bien. Pour ceux qui ne le font pas encore, je vous encourage à le faire. Et pour l'autre, l'expérience, c'est sur le terrain. C'est pas dans un bureau, c'est sur le terrain, c'est à l'hôpital, dans des instituts de recherche, dans des centres de soins, où que vous voulez, mais ce n'est pas dans un bureau, sur un canapé, et voilà quoi. Et je m'arrête là. Merci. Vous voulez passer le point, ça ? Attends. Ouais. Merci beaucoup, docteur. Et donc, pour compléter ce propos sur l'éthique dans la recherche, professeur Thibaut Azer, praticien hospitalier au service d'oncologie radiothérapie du CHU de Bordeaux, directeur du Centre éthique et recherche en santé à Bordeaux et président du conseil d'orientation de l'ERENA, qui va à nouveau aborder la question de l'éthique de la recherche et aussi son dialogue avec l'éthique du soin. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes, enfin à toutes et à tous, ça commence bien, bon bref. Donc effectivement, moi je suis le Bordelais de l'étape et je suis très heureux et je remercie très sincèrement Nathalie, Camille, Théo et toute l'équipe de l'ERENA du site Picto-Charentais de m'inviter pour parler d'éthique du soin et d'éthique de la recherche, avec un thème qui aurait pu amener un discours très conceptuel, très historique, et je vais vous proposer plutôt d'être un peu dans le sol, quoi. On va pas être, je dis pas bas de plafond, parce que ce serait pas très sympa vis-à-vis de moi de me dire ça à moi-même, mais on va être au contraire très concret. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de tous les individus au moment notamment du consentement, selon justement une perspective éthique qui va être celle du soin ou celle de la recherche. Pardon. Non, c'est moi. Alors pour commencer, penser le dialogue de l'éthique du soin et de la recherche, merci beaucoup Camille, excusez-moi, eh bien ça paraît un petit peu évident. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est bien en train de parler notamment de recherche clinique. La conjonction de ces deux termes nous permet bien de penser qu'au sein d'un parcours singulier d'une personne, eh bien, il va y avoir à un moment donné deux choses, deux sphères, deux théories, deux esprits, deux perspectives complémentaires qui vont pouvoir se compléter ou s'affronter. C'est bien l'éthique du soin et l'éthique de la recherche. Alors, quand on parle des décisions en santé, en décision en recherche, il y a plein de moments de décision dans un protocole de recherche. Il y a évidemment la décision, je dirais, principale, celle qu'on a tous en tête, celle de consentir ou de ne pas consentir. Mais ça peut être aussi, par exemple, tout simplement la décision de proposer ou de ne pas proposer. Parce qu'on a beau consentir, à un moment donné, il a bien fallu qu'un médecin vous propose l'étude ou pas. Et ce n'est pas parce que tout le monde répond à tous les critères d'inclusion d'une étude que le médecin va mécaniquement vous proposer l'étude. C'est une première décision. C'est aussi ce qu'on appelle le recrutement compétitif. Vous avez accès à un essai thérapeutique pour une nouvelle molécule, je vais dire, et vous avez la possibilité d'inclure 5 patients, et puis finalement, vous en avez 10 qui répondent aux critères d'inclusion. Comment faites-vous ? C'est une autre décision. Puis vous avez la décision de tolérer des déviations ou pas au protocole, ou encore de proposer à un patient, voire même d'avoir le devoir d'arrêter sa participation lorsque vous jugez qu'elle devient justement malveillante, malfaisante pour lui.
Et donc un troisième point introductif, c'est de rappeler que ce qu'il y a de particulier entre le soin et la recherche, sans réduire ni l'une ni l'autre à cela, mais c'est qu'elles vont partager la même matrice principielle, qu'on le veuille ou non. Alors le principalisme, on aime ou on n'aime pas, je suis pas fan, mais en fait j'utilise tous les jours. C'est pas pour rien qu'une théorie marche quand même pendant plus de 40 ans. C'est qu'elle a quand même ce côté fonctionnel, réducteur, pas toujours agréable, mais c'est ce qu'on appelle souvent quand on fait les cours à nos étudiants, c'est premier réflexe et dernier rempart. C'est le premier truc parce qu'on sait pas quoi faire, et quand on sait vraiment pas quoi faire et qu'on est au pied du mur, on est bien content de l'avoir. Alors de manière très classique, moi je vais traiter aujourd'hui du consentement à la recherche qui renvoie à cette notion, à ce principe d'autonomie, on l'a tous en tête évidemment, mais je pense qu'on a tous en tête que l'autonomie elle est nourrie de la perception qu'on aura de ce qui fait bienfaisance et de ce qui fait non-malfaisance au cours d'un protocole. Et ce qu'on va regarder, alors là je vous demanderai vraiment d'être très attentif parce que j'ai consenti à l'effort de dessiner des yeux. Et en fait, c'est hyper moche. Et depuis tout à l'heure, j'essayais de faire mieux, mais j'y arrive pas. Donc j'ai consenti un effort qui est ridicule, mais écoutez, je suis assez fier. Même mon fils n'a pas reconnu ce que c'était. Donc bon, c'est terrible. En attendant cette notion de bienfaisance, non-malfaisance, on va voir comment ces principes peuvent être pensés selon une perspective de soins ou de recherche. Alors, très rapidement, bienfaisance et non-malfaisance dans une perspective de soins, c'est assez simple, ça paraît presque évident, mais c'est pas parce que c'est évident qu'il faut pas le dire. Bon, on va le rappeler, la bienfaisance, eh bien en fait ça consiste à quoi? C'est faire tout ce qu'il y a d'estimé comme avantageux pour la personne. Bon, c'est une définition parmi d'autres, elle nous rappelle deux choses. D'abord, évidemment, c'est la visée du bien, et de rappeler que faire le bien, viser le bien, dans cette intention, dans cette téléologie, pourrions-nous dire, eh bien c'est la justification même de l'acte de soin. Ça nous paraît évident, mais c'est important de le dire. La non-malfaisance, elle nous rappelle c'est cet adage que tous les étudiants en santé connaissent, un primum non nocere. Alors nocere, nocere, ça dépend un petit peu de l'accent, de la crédibilité qu'on veut donner à son latin ancien. Mais en gros, ce principe de non-malfaisance, c'est nous rappeler sans cesse, avoir conscience sans cesse que tout geste, tout acte, toute question même, eh bien toute intervention comporte des risques, des contraintes. Et que ces risques et contraintes, il va falloir les justifier au regard de la bienfaisance, de cette visée du bien qui habite notre acte. Et donc, de manière très logique, très classique, on le connaît tous, bienfaisance et non-malfaisance vont se manifester dans cet équilibre et dans ce calcul de la balance bénéfice-risque. Rien de nouveau, on pose juste les bases pour se rappeler un petit peu où on avance. Cette balance bénéfice-risque et cette perspective de soin, le fait qu'on puisse faire voir, le bien que l'on fait et éviter le mal, eh bien, il est d'abord fondé sur les connaissances biomédicales. Et ça, j'insiste vraiment très fort, notamment auprès de nos collègues étudiants. C'est que la première exigence éthique d'un soignant, c'est d'être compétent. Il ne faut pas couper la compétence technique de l'éthique. C'est faux, se présenter devant un patient en prétendant avoir des compétences, en prétendant justement que la balance bénéfice-risque est positive ou négative dans un sens ou dans l'autre alors qu'on se trompe, c'est éthiquement inacceptable. Donc il y a un savoir expert qu'il faut savoir maîtriser, et ensuite que l'on met en jeu, que l'on met en musique, effectivement, avec le reste. Et donc, lorsqu'on donne une prédominance de cette balance bénéfice-risque évaluée selon les connaissances médicales, eh bien on tombe, on bascule, alors on tombe. En tout cas, nous sommes dans ce qu'on appelle le paternalisme, c'est ce qui justifie éthiquement le paternalisme médical, le paternalisme qui est diabolisé, paternalisme qui de temps en temps, je pense que les soignants dans cette salle le comprendront très bien, de temps en temps il est nécessaire, et il est même plutôt bienveillant, parce que lorsqu'on parle par exemple de décision partagée, moi je suis cancérologue spécialisé de la prise en charge des patients atteints de cancer de prostate, et que vous rentrez en maladie, que vous avez un cancer de prostate de risque intermédiaire, et que vous dites au patient, écoutez, moi je suis un médecin moderne, vous pouvez être aussi bien irradié, donc radiothérapie, aussi bien opéré, donc chirurgie, et que finalement vous lui dites, vous savez, je suis un médecin moderne, moi je suis pour l'autonomie du patient, nous allons partager la décision, certains patients vont partir. Ils vont partir en courant, parce que le bien pour eux, c'est d'avoir en face d'eux un médecin qui leur dit quoi faire. Ce qui ne veut pas dire que cette relation-là est figée, mais il a été bien démontré dans les sciences humaines et sociales, notamment pour les dames atteintes de cancer du sein, que le premier temps de la relation, quand les choses vous tombent sur le dos, c'est pas tout de suite que vous allez pouvoir investir l'autonomie et la décision partagée. Moi, je rappelle toujours ce cas de ce patient qui est sorti du système de soins suite à ma proposition tout à fait inadaptée de la balance de la décision partagée. Il est revenu 1 an et demi plus tard avec un cancer métastatique. Et ça, c'est pas un échec de la médecine, c'est un échec du médecin.
Donc ce monsieur a un cancer de la prostate, il était avec une seule métastase osseuse, nos techniques de radiothérapie ont fait des révolutions, le monsieur est en rémission, ça me permet psychiquement et éthiquement de supporter ce qui s'est passé, mais c'est un échec éthique, c'est pas du tout un échec de la médecine. En attendant, cette évaluation, elle est au coup par coup, au cas par cas, c'est une évaluation casuistique, et dans cette casuistique, vous n'allez pas prendre que la science, vous allez prendre la volonté du patient, son histoire personnelle, sa singularité, et donc vous allez pouvoir aboutir, comme c'est très classique en éthique, à une conflit des biens, avec des biens qui vont être différents selon les soignants et les soignés. Et c'est donc bien pour ça qu'on a besoin du concept d'autonomie et de recourir à la soumission de la balance bénéfice-risque au consentement de la personne, suite à une proposition, malgré tout, par un soignant. Alors, la balance bénéfice-risque, dans la recherche, c'est un peu différent. C'est toujours une histoire de balance de bénéfice-risque, bienfaisance et non-malfaisance. Mais il y a certaines spécificités. La première, c'est qu'on va révéler, ou en tout cas, on va accentuer une dimension collective avec la recherche. Je ne dis pas que les patients sont complètement autonomes, atomisés. Quand vous faites quelque chose, on le voit bien dans le milieu professionnel, familial, amical, intime, etc. Quand vous soignez quelqu'un, finalement, tout le monde, on le voit très bien dans le milieu du cancer, tout le monde est touché. Mais avec la recherche, la dimension collective, elle prend une autre place. Et puis vous allez avoir une restriction de la notion de bienfaisance en recherche, on va la voir, et vous allez avoir un élargissement de la définition des risques et des contraintes. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tout ça va se complexifier, et on va avoir plein de plateaux. On ne va plus avoir que 2 plateaux, on va en avoir 4 finalement. Donc d'un point de vue très pratique, bienfaisance et non-malfaisance, c'est bien de manière centrée sur la personne, qu'est-ce qui va constituer un bénéfice individuel direct pour la personne? C'est uniquement, et je dis bien c'est très restreint, c'est uniquement le bénéfice directement et uniquement lié à la participation à l'étude, à l'intervention en elle-même. Ce qu'on va définir un bénéfice, c'est potentiellement le fait que le médicament, si vous êtes le médicament nouveau, si vous êtes dans le groupe de patients qui reçoit le médicament nouveau, c'est uniquement ce bénéfice-là dont vous pourrez parler. Mais alors il y a 2 choses immédiatement qui doivent nous venir à l'esprit. Il y a des recherches auxquelles nous participons et pour lesquelles il n'y a aucun bénéfice, les études sur données, les études sur questionnaires, les questionnaires de qualité de vie qu'on fait passer à nos patients atteints de cancer, en fait ça leur rapporte absolument rien. Et il faut le dire, il n'y a aucun bénéfice individuel direct. Et puis quand bien même c'est une recherche avec un nouveau médicament, eh bien si vous faites la recherche, c'est que vous posez une question. C'est que vous ne savez pas exactement si le nouveau médicament est meilleur. Vous voulez le prouver. Ça veut bien dire que vous êtes incertain. Je me permets d'insister là-dessus parce que pour travailler dans un CPP depuis maintenant une petite dizaine d'années, on se retrouve tout le temps, c'est 11% des notes d'information que nous avons, c'est vous allez bénéficier d'un nouveau traitement. Non, vous allez recevoir un nouveau traitement si vous êtes dans le groupe de patients qui le reçoit et je ne peux pas vous garantir que vous allez avoir un bénéfice. A l'inverse, les risques individuels, c'est beaucoup plus large. C'est tout ce qui entoure, tout ce qui est fait en plus du soin. D'accord ? C'est tous les risques, toutes les contraintes, directes ou indirectes, en lien avec la participation à l'étude. Alors on pense toujours, bien sûr, à l'effet, par exemple, du nouveau médicament sur le plan physique, y compris le décès, qui est tout à fait possible. Ça va être aussi toute la dimension psychique. Quand vous faites passer un questionnaire à quelqu'un, le questionnaire de qualité de vie du cancer, première question, on vous demande de dire si vous êtes de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord, c'est « je trouve que ma vie vaut la peine d'être vécue ». Quand vous êtes atteint d'un cancer métastatique et que votre cancérologue vous donne ce questionnaire dans une recherche et que vous prenez ça dans la figure, la première chose qui se passe, c'est de se dire « mince, s'il me pose la question, c'est que peut-être elle est légitime ». Et ça, je n'avais pas envisagé. Donc même le risque psychique, il existe tout le temps. Puis un risque financier, si vous êtes travaillant en libéral et qu'au lieu d'ouvrir votre magasin, vous êtes à l'hôpital pour faire vos études d'IRM ou quoi que ce soit, vous ne gagnez pas d'argent. Et puis le risque aussi de discrimination sociale que l'on connaît bien, avec toutes les représentations qui vont avec. Et tous ces risques, il faut les anticiper, les identifier et les prendre en charge. Ça, je dirais, c'est assez classique. Vous voyez, on restreint les bénéfices, on élargit les risques. Mais la recherche, elle a cette dimension collective. Et donc, il va bien y avoir des bénéfices collectifs. Et ça, les bénéfices collectifs, c'est les connaissances qu'on va acquérir. Et c'est le fondement même de la recherche. C'est même ce qu'on pourrait dire la participation au bien commun de la recherche. Donc, inéthique, une étude qui va rapporter aucune connaissance. Il faut vraiment bien peser cette notion-là. Et de manière un peu plus sioux, un peu plus rare mais bien existante, il peut y avoir des risques collectifs. C'est-à-dire que moi, je participe à une étude, mais je vous mets en danger. C'est-à-dire là, c'est le risque pour les autres que les participants. Et le classique, c'est par exemple si je fais une étude de challenge viral, on va m'inoculer la Covid pour voir comment ça se passe. Moi, je le consens, je suis tout à fait d'accord, mais je peux vous arroser de virus. Risque pour vous de ma participation.
Ou à l'inverse, par exemple, pendant la crise Covid, on a eu de très nombreux bioéthiciens qui ont dit qu'il fallait récompenser les personnes qui donnaient leur consentement pour être inclus dans la recherche sur le vaccin Covid. Et cette récompense passait par une priorisation de l'accès à la réanimation en cas de restriction de ressources. J'ai dit oui, vous, clac, on ferme les portes, et on m'ouvre les portes parce que, vous le savez bien, je le mérite bien. J'ai consenti. Et donc, vous voyez, vous avez une multiplication des balances bénéfices-risques avec une balance classique sur le nouveau médicament. Qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds à l'échelle individuelle. En plus, ça permettra d'avoir un bénéfice de connaissance, c'est la balance classique. Vous avez une balance un peu plus embêtante, beaucoup plus utilitariste. Vous savez que, de toute façon, le paradigme éthique de la recherche, c'est l'utilitarisme. En société, on s'accorde tout à fait pour que certains et certaines d'entre nous prennent les risques et les contraintes pour le bien de tous. Là, par exemple, des études de physiologie. On va faire des biopsies répétées du foie pour un patient atteint de cancer pour savoir comment les métastases évoluent au cours du traitement. On ne va pas changer son traitement, simplement on va lui faire tout un tas de biopsies supplémentaires. On va avoir des connaissances, mais lui va prendre tous les risques pour zéro bénéfice. Et éthiquement, on l'accepte. Mais vous voyez bien qu'en comité de protection des personnes, on va peser. Et puis vous avez, comme je vous l'ai dit, la troisième type de recherche, un bénéfice individuel direct. Par exemple, je conçois une recherche sur la greffe cardiaque, et on va réorienter, par exemple, les greffons cardiaques vers moi parce qu'on considère que c'est important que la recherche se fasse. Mais si on est tous ici sur la liste d'attente de greffe cardiaque, c'est moi qui gagne. Et c'est moi qui gagne par rapport à vous parce que moi j'ai dit oui à la recherche. Je caricature évidemment d'en gagner ou quoi que ce soit. Je ne minimise absolument pas le drame que c'est que d'avoir une greffe cardiaque et de devoir en avoir une. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Moi, j'influence sur vous et sur ma seule décision. Et donc ces différentes balances, là aussi c'est soumis au consentement des personnes suite à la proposition d'un investigateur. C'est plus d'un soignant. Toujours quand on parle de la balance bénéfice-risque, continuons un peu. Il y a, pour penser cette bienfaisance, cette non-malfaisance entre soins et recherche, il y a des éléments de distinction qu'il faut avoir. Rappelez ce que c'est que le soin. Alors, c'est une grande question, alors je vais être bête et méchant, je dirais un bon tableau à l'anglo-saxonne. L'intention du soin, c'est le bénéfice pour une personne. Avec une approche casuistique, on va s'adapter à sa singularité. La démarche, elle est primordiale. Le soin, c'est vraiment l'assistance, c'est l'humanité, c'est l'empathie, c'est tout ce qu'on a dit. Et si vous consentez ou si vous refusez, votre impact sur votre santé, il est immédiat et il est certain. La recherche, c'est exactement l'inverse. La recherche, l'intention première, c'est de générer des connaissances, c'est pas de vous soigner. Et en plus, on va inclure des personnes qui vont être homogènes selon des critères définis. Et en plus, on va appliquer des mesures, elles aussi, qui vont être standardisées et homogènes. La recherche, elle est optionnelle. Elle n'est pas obligatoire. Et si vous dites non à la recherche, et que vous êtes soigné dans un beau pays comme le nôtre, qui malgré tout, soyons-en fiers, soigne bien les gens, et bien finalement, l'impact, si vous dites non, normalement, il n'y en a pas, vous devez recevoir tout à fait les mêmes soins. Et si vous dites oui, on l'a dit tout à l'heure, c'est même incertain que vous ayez un bénéfice. Ça, c'est des éléments de distinction. On a l'impression que c'est clair, mais il y a un gros souci là-dedans. C'est qu'il y a des éléments de confusion. Et le principal, c'est ce que les anglo-saxons appellent le dual role. C'est que malgré tout, ce sont des médecins investigateurs qui vont vous présenter la recherche. C'est-à-dire qu'une seule personne va assurer deux missions avec deux perspectives éthiques différentes. Et finalement, il y a un risque important d'abord, c'est de bénéficier de ce qu'on appelle des dividendes de la confiance. Moi, ça fait 15 ans que je suis un patient, je lui propose un essai thérapeutique, il va se dire, écoutez, Azer, ça fait 15 ans qu'il me suit, il a toujours voulu mon bien, forcément, s'il me propose la recherche, c'est que c'est pour mon bien. Mais au-delà de ce risque, moi, je sais que je change de casquette, mais qui parle en face de mon patient? Qu'est-ce qu'il va comprendre de tout ça? Et surtout, quelle perspective je vais prendre pour lui parler de la recherche? Et pour essayer d'appliquer les choses, on va prendre juste 4 points, qui sont des gros débats éthiques que je vais réduire, et je vous prie de m'en excuser, mais ça nous permettra de comprendre un peu. Ce qui est dans un protocole, ce qui existe, par exemple, c'est l'intensification du suivi. Vous êtes inclus dans un essai thérapeutique pour un cancer de la prostate et finalement, au lieu d'avoir un PSA, un dosage sanguin tous les 6 mois, vous allez avoir un PSA tous les 3 mois et un TEP, une scintigraphie, un scanner de manière beaucoup plus fréquente. Tiens, comment je regarde ça selon la perspective éthique? Il est certain qu'en perspective du soin, à gauche, oui, c'est bien à gauche, pardon, à gauche, en jaune, voilà, ce sera plus simple, en jaune, ça va, effectivement, le protocole vous permettre une surveillance rapprochée, une surveillance plus large. On va vous faire des questionnaires de qualité de vie, des questionnaires aussi de votre santé mentale, etc. En plus, de manière quand même assez importante, quand vous êtes dans un essai thérapeutique, on va vous accompagner pour prendre les rendez-vous. Les attachés de recherche clinique vont le prendre dans des situations de tension pour l'accès à l'IRM, au scanner ou au TEP. Honnêtement, c'est un bénéfice pour vous, ça c'est clair. L'éthique de la recherche va vous dire, non, attention, le soin courant, c'est de voir les gens tous les 6 mois. Donc si on vous voit plus souvent, on va intensifier vos contraintes.
D'accord ? Et donc, on va impacter votre qualité de vie, alors que ce n'est pas justifié dans le soin. Prenons un autre exemple, les découvertes incidentales. Je suis atteint d'un cancer de la prostate et on me fait tous les 3 mois un scanner. Et finalement, on me découvre un nodule de la surrénale. Ce n'était pas attendu, mais on le découvre. Le soin va vous dire, si on vous découvre quelque chose, c'est super, on a élargi les explorations. En plus, on vous diagnostique le truc très précocement, donc on va être plus efficace pour le soin. C'est tout à fait logique. Et c'est aussi le cas, par exemple, pour les troubles dépressifs. Ça a été très bien démontré. Plus vous prenez tôt, moins il y a des risques suicidaires et plus vous allez accompagner vos patients. L'éthique de la recherche vous dit, attention, là on fait quelque chose qui n'est pas prévu dans le soin. Et puis rappelons-nous quand même, ce n'est pas notre intention première de vous soigner. C'est d'abord d'accumuler des datas en fait. Il faut pour générer des connaissances. Et en plus, n'oublions pas, tomber malade, c'est jamais une bonne nouvelle. Recevoir le diagnostic d'une dépression, on le prend quand même dans la figure, tout le vécu existentiel, psychologique. Et finalement, le bénéfice de prise en charge, c'est simplement que vous avez l'obligation éthique et morale et juridique de prendre en charge ce que vous avez vu à l'occasion de la recherche. Troisième exemple, le maintien d'une attention thérapeutique. Alors ça, c'est un truc où je me frite régulièrement avec mes collègues, notamment oncologues, pour les essais de phase 1, les tout nouveaux médicaments dans les premières fois. On dit le bénéfice pour le patient, c'est de maintenir une attention thérapeutique. Alors peut-être, effectivement, ça permet de maintenir une action. Pour ces essais que vous faites pour la première fois chez l'homme, c'est souvent proposé chez des patients qui ne vont plus avoir de solution thérapeutique. Donc c'est ça ou les soins palliatifs. Ça peut être considéré effectivement comme quelque chose, d'un point de vue du soin, bienfaisant. Mais attention, c'est la première fois qu'on utilise le médicament, c'est la première fois qu'on le délivre. L'impact, on l'a dit, on ne peut absolument pas le garantir. Et en plus, ce n'est pas notre intention première. Je vous rappelle que les essais de phase 1, par exemple, c'est d'abord voir les premières administrations à l'homme, c'est pharmacocinétique, pharmacodynamie. C'est comment le médicament est géré par le corps. Et quatrième point, un peu plus touchy, c'est la question de l'altruisme. L'altruisme, ça peut être une authentique motivation. Je veux donner du sens à ce qui m'arrive. Je veux m'inscrire dans une chaîne de sens, celle de la construction du savoir. Mais ça, l'éthique du soin pourrait vous dire, écoutez, allez-y, foncez, pas comme un placebo. Vous voyez ce que je veux dire, cette forme de conviction dans laquelle vous allez vous enfoncer pour le bien du patient. L'éthique de la recherche vous dit, attendez, c'est beaucoup trop intime. Beaucoup, beaucoup trop intime. Et on pourrait même se dire que quelqu'un qui va consentir pour un altruisme sur des causes non rationnelles, pourquoi pas ce que disent certains anglo-saxons, alors je pense que c'est compliqué de le dire, je vais aller ici de manière très caricaturale, quelqu'un qui pense que s'il est altruiste, il va dans l'arrière-monde aller au paradis. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit encourager? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit considérer forcément comme bien dans une démarche rationnelle comme la science? Alors pour finir, l'intensification du suivi, qu'est-ce que j'en perçois moi? Eh bien si je suis au point de vue du soin, l'intensification du suivi, la découverte incidentale, l'intention thérapeutique et l'altruisme, c'est que du bénéfice. Et à l'inverse, si je me place sous le coup de l'éthique de la recherche, l'intensification est une contrainte, la découverte incidentale un risque authentique, le maintien d'une attention c'est complètement incertain, et l'altruisme c'est une influence indue. Je n'ai pas à vous dire ce que vous pensez, je ne suis pas votre directeur de conscience, je suis votre médecin investigateur. Et comment ça se traduit? Par tous ces mots qu'on entend, par toutes ces phrases que l'on lit dans les notes d'information. Au sujet de l'intensification du suivi, vous serez mieux suivi. Au niveau des découvertes incidentales, dès que nous verrons quelque chose, nous le traiterons. Au niveau de l'intention thérapeutique, nous continuerons de rester actifs. Et au niveau de l'altruisme, ça des trucs, moi je trouve ça génial à chaque fois, vous aurez l'opportunité de participer à la grande aventure de la recherche. C'est pas faux, ça peut être une motivation, mais doit-on le dire aux patients? Je le dirai parce que c'est ma perspective éthique. À l'inverse, l'intensification du suivi, vous devrez venir plus souvent à l'hôpital. Le risque de découverte incidentale, c'est nous risquons de trouver quelque chose, alors nous le traiterons. L'incertitude est nous ne pouvons pas garantir d'effet sur la maladie, et l'influence indue liée à l'injonction d'altruisme serait il n'y a pas d'obligation morale. Juste pour conclure, dialogue entre éthique du soin et éthique de la recherche, eh bien ça nécessite cette délibération entre ces deux perspectives éthiques. On l'a vu juste un tout petit point, la balance bénéfice-risque, sur un protocole et certains points. Ce sont des dialogues entre personnes, mais aussi internes, notamment, intrapersonnels, notamment parce que ce sont des mêmes acteurs qui vont avoir deux missions. Rappelons-nous le contexte de ces dialogues de vulnérabilité, d'asymétrie, des intérêts non partagés, l'intérêt de publier, l'intérêt d'être connu, la fame, comme on le dit maintenant, et puis aussi ces histoires relationnelles qui sont parfois très longues. Et enfin, rappelons-nous que ces dialogues ont un impact concret extrêmement important sur le patient. Et ce que je trouve merveilleux là-dedans, c'est que dans ce domaine aussi régulé, réglementé et éthiquement documenté qu'est l'éthique de la recherche, on reste des sujets. Et ça, je trouve ça passionnant. Par contre,
Quand on regarde ça, on sait qu'on ne peut plus agir comme si on ne savait pas. Et ça, notre communauté de recherche en oncologie médicale et en radiothérapie est un peu mal à l'aise. Nous, c'est ce qu'on a vu au sujet d'un travail qu'on a publié récemment, et on partage exactement la même philosophie, je dirais, là-dessus avec l'équipe de Corto. Quand on a travaillé sur la méprise thérapeutique, c'est-à-dire le fait qu'un patient consente, entre guillemets, pour de mauvaises raisons à la recherche et quelle était l'action des oncologues en face, eh bien, on voyait qu'il y avait autant d'oncologues que de manières d'agir, autant de perspectives, autant de dialogues entre éthique du soin et éthique de la recherche. Je vous remercie de votre attention.